Thank you, Marco. I wish also thank Matteo Salvini and the Europe for National Freedom group who invited me to this interesting conference. So since I am supposed to present a scientific paper, in principle I should present it in English because English is the language of the scientific community. However, I've just had an interesting experience at the Radisson Hotel where three people coming from three different continents and speaking the language of a fourth continent, the Americas, were not able to understand who was going to pay my room. So at the end of the day, we applied the European unwritten governance rule, which is that when someone does a mistake, the Italians pay. So, and things went like that. And I got from that an interesting lesson. So English, despite its well-deserved reputation, is quite a fuzzy language. For that reason, I will continue my presentation in French, parce que c'est la langue de Descartes, c'est la langue des Lumières, c'est la langue de la raison. C'est aussi la langue de Montesquieu, de la séparation de pouvoir, un principe démocratique que cette institution viole d'une façon épatante, comme M. Mayone nous a expliqué dans son œuvre. Le travail duquel je vais vous parler est un travail qui vient d'être publié par Economic Modeling. C'est le même journal scientifique où, jadis, en 2003, je publiais avec mon maître le premier modèle économétrique de l'Union européenne qui soit paru dans une revue scientifique. Ceci est la première étude sur la dissolution de l'eurozone à apparaître sur une revue scientifique. Et je l'ai écrite avec une collègue, Brigitte Granville, qui est à la Queen Mary University of London, et avec un de mes élèves, Christian Alexander Mongeau-Spina, qui est maintenant consultant à the Food and Agriculture Organization des Nations Unies à Rome, et qui, lorsqu'on écrivait ce papier, était un chercheur dans l'Association italienne pour l'étude des asymétries économiques, qui est un centre d'études qu'on a constitué ensemble avec Claudio il y a 4 ans et qui continue à s'occuper des problèmes liés aux asymétries économiques. Et l'Europe est un cas particulier d'asymétrie économique. Je vous ai donné une anecdote, je vais vous en donner un deuxième qui est assez important pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Là, vous voyez 155 années de PIB italien. Vous voyez qu'au milieu de ce graphique, il y a un petit creux, et ce creux est la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? La Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle, a été très destructrice en Italie parce que, en effet, toute l'Italie a été ravagée par le passage du front. D'accord ? Pourquoi je vous montre cela ? Parce que il faut que vous sachiez que dans les journaux italiens, là, vous voyez les prévisions que le Fonds monétaire international faisait en 2016. Donc, tout va bien, tout est rose, les choses vont s'améliorer. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'on publie dans les journaux italiens. Quel est le scénario de l'intellectuel progressiste standard par rapport à une sortie de l'Italie de l'eurozone. Voilà. J'ai biffé le nom de pseudo-économiste qui a publié cela. Vous voyez que le 22 septembre 2016, il y a quelqu'un qui a été à même de dire dans un journal que, juste pour vous montrer, que la sortie de l'Italie de la zone euro aurait été une catastrophe économique d'une envergure telle jusqu'à 2 fois la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? On a pu publier cela. Vous pensez que je plaisante, mais non, c'est vrai. C'est vrai, c'est un journal soi-disant communiste, Il Manifesto, qui a publié cela. Et comme vous voyez, c'est écrit, les conséquences d'une sortie de l'euro seraient une chute du PIB égale à 40% dans la première année et 15% dans les années successives pendant au moins 3 ans. Voilà ce que certains de mes collègues disent, voilà ce que le journal publie, voilà ce que les politiciens croient. Ceci explique pourquoi nous sommes dans la situation où nous sommes. D'où vient cette immense bêtise ? Lorsque vous la mettez, la représentez comme ça,
Vous voyez bien que c'est une bêtise. C'est impossible de penser que la fin d'une union monétaire puisse amener une catastrophe pareille. Même pas une météorite qui frappait Rome, d'accord, pourrait amener un tel désastre économique. Quoique parfois on souhaiterait qu'un météorite frappe Rome. D'où ça vient? D'où ça vient? C'est intéressant de voir d'où ça vient, parce que cela nous explique la racine du mal. Ceci vient d'une étude de l'Union de banques suisses. Cette étude de l'Union de banques suisses, une étude très connue et déjà critiquée, qui avait paru le 6 septembre 2011, disait qu'en effet, il y avait des estimations qu'eux avaient faites. Eux, c'était des économistes d'une banque, payés par une banque, sans publication scientifique, qui est passé un processus de peer review, sans aucune expérience de recherche sérieuse sur ce thème. Et donc, que peut-être un pays qui sortirait de l'euro perdrait peut-être 50% de son PIB. Voilà. Quelle était la morale de l'histoire de l'Union des banques suisses? C'était que la chose la meilleure pour ne pas courir des risques dans le cas d'une dissolution de l'euro, d'une faillite de l'euro, aurait été ne pas avoir des euros. C'est fantastique. Donc, traduit, ça signifie suivez notre avis complètement désintéressé, amenez votre argent en Suisse où, comme par hasard, il se trouve que notre banque a son siège. Donc, vous voyez très bien le conflit d'intérêts de certains économistes. Dans ce cas, ce sont des économistes payés par une banque. Il n'y a rien de mal à se faire payer par une banque. Il n'y a rien de mal à faire les intérêts de ceux qui te payent. Mais il faut que les médias, quand ils diffusent ces analyses, mettent en valeur le fait qu'il y a un conflit d'intérêts. Et il faut que les politiciens deviennent un peu plus, malins avant d'accepter certaines analyses. Dans ce cas, nous avons réagi, nous avons écrit une lettre au journal, nous avons publié un article pour dire que... Mais cet article, personne n'en parle. Le problème existe. La réponse de notre collègue, qui est un collègue très réputé, très progressiste, lorsqu'on lui a dit « Écoute, tu as dit une connerie », on le lui a dit publiquement sur un journal, et sa réponse a été « Je cherchais seulement de combattre le populisme ». Donc, dire une connerie, dire des choses, des arguments qui n'ont aucune valeur scientifique, serait combattre le populisme. Alors là, je veux reprendre le discours que faisait Marc au début. Nous ne sommes pas, en tout cas moi, je ne suis pas, je peux parler pour moi, car je n'appartiens pas au groupe et je suis là parce qu'on m'a invité. Je ne suis évidemment pas contre l'Europe, en particulier je ne suis pas contre la France, comme vous peut-être pouvez le comprendre si vous m'entendez. Mais il y a un problème. Pour évoluer vers un modèle d'intégration plus rationnel et qui soit moins capable de nous amener à un conflit entre pays européens, il y a un pas nécessaire à faire qui est d'enlever l'euro, de balayer l'euro. Et ceci n'est pas une nouveauté. Regardez, il y a toujours eu des populistes. Ça, c'est Nicolas Calder, un économiste post-keynésien, qui, en 1971, disait « C'est une erreur dangereuse de croire que l'union monétaire puisse précéder l'union politique. Parce que si l'union monétaire et le contrôle de la part de la communauté sur les budgets nationaux produit des pressions qui amènent à une faillite, à un écroulement du système, eh bien l'union monétaire aura empêché l'union politique plutôt que de la favoriser. Ceci était très clair déjà en 1971 et cet économiste qui dit des choses qu'aujourd'hui nos médias corrompus appelleraient populisme est un économiste qui enseignait à Cambridge et qui était plutôt pro-Labour. Mi chiedono di parlare on me demande de parler en italien parce qu'il y a un problème avec le streaming. Mais comme je souhaiterais que les Français qui sont ici présents entendent ce que je dis, j'espère qu'il n'y a au moins pas de problème avec la traduzione. Bon, allora, questo era il populismo secondo i nostri... de toute façon, écoutez, les problèmes avec le streaming, les Italiens savent cela. Les Italiens savent cela. Parce qu'il y a un blog, qui est le blog le plus important d'économie d'Italie, qui dit ces choses, parce qu'il y a des best-sellers qui ont été écrits en Italie. Donc les Italiens n'ont pas besoin de savoir cela. C'est les autres qui ont besoin d'apprendre cela. Aux Italiens, on l'a appris.
Donc, qu'est-ce que tu préfères, Marco? C'est toi. Très bien. Populisme. Populisme dans les années 70, populisme maintenant. Notre ministre Padoan qui nous dit Berlino condivide i rischi. On doit partager les risques où l'euro n'a pas de sens. Donc, vous voyez, le populisme existe. Donc, quelle était la motivation de mon étude? La motivation de notre étude était de faire enfin une analyse professionnelle de la sortie d'un pays de l'euro, ou pour mieux préciser le but, d'analyser l'impact macroéconomique d'une dissolution de l'euro sur un pays assez important de l'Union. Il y a une différence entre sortie et dissolution. On nous dit toujours « Ah, vous voulez sortir ». Ça n'a pas de sens, parce que l'euro s'écroulera par lui-même. Et il faut qu'on soit prêt à gérer la situation. Ce qui est impossible si on continue à dire que c'est une telle catastrophe qu'il ne faut même pas en parler. Écoutez, il y a une raison très simple pour laquelle le système va s'écrouler, et la suivante. Vous voyez ici un dessin qui a beaucoup de couleurs. Sur la gauche, vous voyez le taux de change réel, c'est-à-dire le rapport entre les prix des pays membres et les autres, et les prix dans les autres pays membres. Et sur la droite, vous voyez la productivité. Le graphique sur la droite, il se trouve être très semblable au graphique que Mme Le Pen a montré pendant le débat présidentiel, sans peut-être trop savoir ce qu'elle était en train de montrer, mais elle l'a montré quand même. Donc, vous voyez qu'il y a une divergence. À partir de la moitié des années 90, ce qui arrive, c'est que la productivité du travail devient plate complètement en Italie et en Espagne, alors qu'elle continue à croître en Allemagne et en France. L'explication est dans la partie gauche du graphique. Dans la partie gauche du graphique, vous voyez qu'avec l'entrée dans l'euro, le taux de change devient trop fort pour Italie et Espagne, alors qu'il reste assez faible ou devient même plus faible pour la France et notamment pour l'Allemagne. Alors là, on nous dit que le taux de change n'a pas d'effet réel. Voilà ce qu'il dit la littérature scientifique. Ici, je vous montre le résultat d'une étude. Excusez-moi, cette slide a eu un petit problème qu'on va. Voilà. Ceci est inutile. Je vous montre ce que dit Danny Roderick, un économiste progressiste, un économiste qui enseigne à Harvard. En 2008, il écrit un article qui s'appelle « Taux de change réel et croissance économique ». Vous voyez comment cela commence. Les économistes savent depuis toujours que de taux de change mal gérés peuvent être un désastre pour la croissance économique. Éviter une surévaluation de la devise est un des plus importants impératifs qu'on peut recueillir des différentes expériences avec la croissance économique autour du monde. Donc, le taux de change est important. En Europe, nous avons un taux de change qui est faible pour les pays forts, donc les aide à devenir toujours plus forts. Fort pour les pays faibles, donc les aide à devenir toujours plus faibles. Donc le système va éclater si on ne met pas fin à la monnaie unique. Ceci dit, un point c'est tout. Ça, c'est la littérature scientifique. Par ailleurs, je vais vous montrer aussi une autre chose, une chose très simple. Là, nous avons les mauvaises créances par rapport au PIB dans certains pays européens, dont notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Vous voyez très bien que l'Italie avait un taux de mauvaises créances par rapport au PIB plus haut que les autres pays européens déjà avant la crise. Mais ce qui s'est passé, c'est que du fait de ne pas pouvoir réagir au choc macroéconomique de 2009 et 2010 par une variation du taux d'échange, on a dû réagir par des politiques d'austérité qui ont coupé les revenus pour couper les importations. Les résultats a été la faillite des familles, des entreprises et à suite de cela, une augmentation flamboyante des mauvaises créances. La crise bancaire que nous sommes en train de vivre est aussi un fruit empoisonné du système de taux de change fixe dans lequel nous sommes mis. Donc, je ne vais pas vous ennuyer avec le caractère technique du modèle. Le modèle est en open access. Si vous êtes intéressé, vous le cherchez sur Internet, vous pouvez le télécharger, c'est free.
Par ailleurs, je remercie l'Association italienne pour l'étude des asymétries économiques qui nous a financé pour rendre le modèle disponible à tout le monde. Seulement une chose sur le modèle duquel je vais vous montrer les résultats. En 2014, nous avons fait une prévision de la croissance économique en 2015. Notre prévision est celle cerclée en rouge et le résultat effectif est celui en haut. En haut, ce sont les données de l'Istat. En bas, vous avez la prévision du gouvernement. Le gouvernement, en 2014, croyait qu'en 2015, la croissance aurait été 1,3%. C'est la barre en bas. Nous croyons que cela aurait été 0,6%. En fait, ça a été 0,7%. Donc, notre gouvernement, notre modèle est un peu moins optimiste, mais un peu plus réaliste que le modèle du gouvernement. Et on a raison de croire qu'il soit relativement fiable. Je vais vous donner quelques aperçus sur comment on a fait, sur quelle hypothèse nos simulations s'appuient. Donc d'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, et la chose est la suivante. Lorsqu'on nous parle du fait que sortir de l'euro aurait un impact macroéconomique désastreux parce qu'on serait obligé à servir la dette dans une monnaie dévaluée, il y a deux choses que les médias et donc les politiciens qui étudient sur les médias, parce que c'est là qu'on étudie lorsqu'on est un politicien, ne savent pas. La première chose, c'est que la dette qu'on doit repayer en devises étrangères est la dette qui est réglée par des contrats qui sont régis par les droits étrangers. Il s'avère que l'Italie est la deuxième barre rouge de la gauche sur ce graphique, est un des pays qui a là le pourcentage le plus petit de dette, soit publique que privée, qui soit réglée par le droit international. La plus grande partie de la dette italienne est réglée par le droit italien et donc elle peut être redénominée dans la nouvelle devise italienne, ce qui évite le problème dont on fantastique dans les médias. Deuxièmement, ceci est reconnu par des études récentes. Par exemple, Cédric Durand et Sébastien Guillemot montrent que l'Italie est le seul pays, vous le voyez là, où il y a une barre verte continue qui indique que l'Italie n'encourt pas dans un risque de redénomination majeur, ni pour ce qui concerne la dette publique, ni pour ce qui concerne la dette des institutions financières, ni pour ce qui concerne la dette des institutions non financières. Donc l'Italie est un cas assez particulier et elle aurait des coûts relativement moindres en sortant. Je vais vous montrer l'hypothèse de laquelle je suis parti pour évaluer l'impact qu'une sortie de l'euro ou qu'une dissolution de l'euro aurait sur l'économie italienne. Il faut penser que la chose la plus importante qu'on s'attendrait serait un réajustement du taux d'échange entre l'Italie et les autres pays. Dans un cas de dissolution de la zone euro, il faut penser qu'il y aurait peut-être une dévaluation vers le nord de l'Europe, mais il y aurait aussi peut-être une réévaluation vers le nord de l'Europe. Nous avons fait des estimations. Nos estimations montrent que, en moyenne, il y aurait un réajustement de à peu près 10-11% en moyenne, d'accord? Cette année, donc une dévaluation de 10% en moyenne par rapport à tout le monde. C'est une estimation assez pessimiste. Les études les plus récentes dont on dispose nous disent qu'en moyenne, la lire italienne est trop lourde pour l'économie italienne dans un 8-6%. Donc nous avons fait une simulation qui est très conservative. Je vais vous montrer les résultats principaux. Les résultats principaux sont dans ces graphiques et vous voyez de haut en bas ce qui arriverait au PIB, ce qui arriverait au rapport entre dette publique et PIB et ce qui arriverait au taux d'inflation. D'accord? Alors, vous ne voyez pas de chute de 60%. Vous voyez une situation qui est assez connue dans la littérature scientifique. Vous voyez là, les colonnes sont deux cas de figure. Le premier cas de figure est celui où une sortie arrive et donc il y a une dévaluation de la devise italienne, le spread qui réagit, une crise bancaire qui entame une chute du PIB, parce que nous avons aussi tenu compte de la crise bancaire qui existe, maintenant elle est flagrante. Celle-ci
dans ce cas, et c'est le cas où, à gauche où le gouvernement ne réagit pas. Le cas à droite, c'est le cas où le gouvernement réagit, fait des politiques qui ne sont pas les politiques pro-cyclical, non? Donc en faveur du cycle, coupées lorsqu'on est en récession, que l'Europe nous impose, mais sont des politiques counter-cyclical, c'est-à-dire faire des politiques expansionnistes lorsqu'il y a un problème. Donc si on commence en haut à gauche, nous avons la réponse du PIB. Si le gouvernement ne fait rien, il y a une petite récession de l'ordre de 1% dans la deuxième année après la dissolution de l'euro, mais après, le trend s'invertit et vers la fin, nous avons environ plus ou moins une augmentation de 2% par rapport au scénario de base, le scénario dans lequel tout reste comme il est. Si par contre le gouvernement fait des politiques expansionnistes, et nous avons imaginé comme politique expansionniste reamener les investissements publics au niveau de avant la crise et reamener la dépense publique courante pour salaire et dans l'administration publique au niveau précédent la crise, si on fait ces deux simples mesures, plus d'autres avec lesquelles je ne vous ennuie pas, elles sont dans le papier, on arrive à presque 4% de PIB en plus après 5 ans par rapport au scénario où on reste dedans. Ce qui veut dire qu'on serait en 4 années au niveau de, moins que 4 années, au niveau de PIB précédant la crise, alors que le Fonds monétaire international maintenant nous dit que si on laisse tout comme il est, il faudra à peu près 10 ans pour revenir au niveau de PIB avant la crise. Ce qui veut dire qu'au total, on aura perdu presque 20 ans comme économie italienne. Si vous voyez la deuxième ligne, dans la deuxième ligne, je vous montre ce qui arrive à la dette publique en rapport au PIB. La dette publique en rapport au PIB diminue. Diminue. Ce qui veut dire qu'elle ne croît pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vrai. Deux choses ne sont pas vraies. Ce n'est pas vrai qu'il y aurait une flambée incroyable des taux d'intérêt, je vais revenir sur cela, et bien évidemment, les mêmes gens qui nous disent qu'il y aurait une inflation au 1000%, ce sont les gens qui nous disent que la dette publique irait à 1000%. Il est clair que ces deux choses n'y tiennent pas ensemble, parce que s'il y a une grande inflation, il y aurait bien sûr une grande croissance du PIB nominal, et donc il y aurait bien sûr une chute du rapport entre la dette publique et les PIB nominal. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une grande inflation et que le rapport dette publique-PIB va augmenter. Si vous le dites, vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop expert d'économie, donc peut-être un journaliste ou peut-être quelqu'un qui lit les journalistes. Mais ceci ne s'est jamais vérifié dans l'histoire. C'est jamais vérifié. Et donc, vous voyez que la réalité est un peu plus mitigée. Nous imaginons, le modèle ne nous dit pas qu'il y aurait une hyperinflation à 40%. Il nous dit qu'il y aurait peut-être une inflation à 3, voire peut-être presque 4% dans la première année, qui après irait s'estomper graduellement pour arriver à peu près 1% vers la fin du scénario de simulation. Donc c'est l'inflation additionnelle par rapport à celle qu'on a. Comme on a presque zéro, non, vous pouvez la lire même contre l'inflation qu'on aurait. Et donc, suite à la croissance du PIB réel et suite à l'inflation, il est clair que les rapports de finances publiques auraient un améliorement. Est-ce que ceci est quelque chose d'étrange? Non, c'est pas étrange. C'est ce que les études scientifiques nous disent. Je vous montre avec un autre dessin le base case, donc le premier cas que je vous ai montré avant par rapport à ce qui arriverait au PIB. Et je le compare avec les résultats d'une étude récente. Une étude récente qui a été produite par Shida Taimur et Tanger Brooks, qui a été publiée sur Comparative Economic Studies en 2015. Lorsqu'il y a une crise majeure et qu'il y a une sortie d'une union monétaire, voire d'un ajustement de change fixe, ce qui arrive, c'est d'habitude, nous avons un V-shaped adjustment. Qu'est-ce que ça veut dire, cet ajustement en forme de V? Que d'abord on descend et après on remonte. Donc les résultats de notre modèle sont absolument en ligne avec toute l'expérience historique telle qu'elle a été validée par la recherche scientifique qui existe.
On n'a pas besoin de lire sur les médias quelque chose qui a été produit par des centres d'études qui sont en conflit d'intérêts parce qu'ils sont financés, voire par les institutions européennes qui, bien évidemment, tiennent à garder en pied ce projet, voire par des banques qui résident dans des pays qui sont des paradis fiscaux et qui donc auraient intérêt à attirer des fonds des autres pays européens. On n'a pas besoin de ça. Il y a aussi des études sérieuses. Voilà, ça c'est l'étude de Taggart Brooks. Une autre chose, lorsque on a présenté ce travail à une revue, on nous a fait l'objection. Mais vous allez prévoir que les taux d'échange réels vont diminuer. Ceci est absurde, parce que si vous sortez de cette union monétaire, s'il y a une crise valutaire de devises, il est clair que les taux d'échange réels vont flamber. Ah bon? Et ça s'est passé où? Alors nous allons regarder ce qui s'est passé dans la crise de la Finlande en 1992, de l'Islande en 2007, de l'Italie en 1992, de la Corée en 1997, de la Suède. Bon, vous voyez, dans plusieurs crises. Qu'est-ce qui arrive après une crise de currency crisis, c'est-à-dire après qu'on quitte un accord de taux de change fixe lorsque une union monétaire s'écroule? Le contraire de ce que l'économiste, disons, de système et les journaux nous disent. Sauf dans deux cas qui sont le cas de UK en 1992, c'est en vert, et de la Pologne en 2008, le taux de change réel normalement tombe. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation croît plus que le taux d'intérêt nominal. C'est ce qui arrive d'habitude. Il n'y a pas d'hyperinflation. Est-ce que cela est étrange? Vous voyez que je prévois une dévaluation qui en moyenne est de 10% et je vous dis que au grand maximum, on aurait une inflation que la première année seulement serait de un peu moins que 4%, alors qu'on nous parle de dévaluation de 20%, de 30%. Est-ce que cela est étrange? Pas pour un économiste. Si quelqu'un le trouve étrange, il n'est pas un économiste. Qu'est-ce que nous disent les études économiques? Là, il y en a une qui est très connue, de Ariel Burstein, Martin Achemon, Sergio Rebello, qui a été publiée dans les NBR Working Papers, National Bureau of Economic Research, le plus important centre d'études économiques aux États-Unis. Titre. Pourquoi les taux d'inflation sont si bas après les grandes dévaluations? Donc, eux, ils se posent la question. Et la question se la pose parce que le fait existe. Nous n'avons pas d'exemple majeur de grande flambée d'inflation après une dévaluation majeure. Il y a beaucoup d'explications, entre autres le fait que lorsqu'il y a une dévaluation, qu'est-ce qu'il advient? Que le prix des biens étrangers devienne évidemment plus important, plus haut en devises nationales, et donc les consommateurs s'adressent au marché intérieur, où ils trouvent des biens plus ou moins substituts, qui ont un prix mineur. Et il y a aussi d'autres explications. J'ai peut-être 3 minutes. Hein? Très bien. Ah, mais tu fais des choses simples, le monde est plus compliqué que cela. Bon. Donc ceux qui disent que l'euro nous aurait, à lui seul, l'euro, comme une baguette magique, aurait résolu tous nos problèmes, ce qui est vrai comme vous le voyez, n'est-ce pas? Ceux qui disent cela, qui ont dit cela, qui continuent à dire cela, disent à moi que mes analyses sont simples. Donc je les ai un peu compliquées, puisque eux, ils ont des analyses si compliquées. Là, je vous montre ce qui arrive seulement au PIB dans 4 autres cas de figure qu'on a considérés. Le premier cas de figure est celui où il y a financial panic. On a modélé cela en imaginant que le spread entre les titres d'État italiens et le Bund augmente de 200 points. Il faut penser que ces 200 points, le modèle est sur données annuelles. Donc pour avoir un spread qui dure pour 200 points sur un an, ça veut dire que dans un mois, il arrive peut-être à 1000 points, d'accord? C'est la moyenne d'une année. Dans le deuxième cas, on a imaginé, donc je lis à l'européenne, hein, de gauche à droite et de haut en bas. Deuxième cas, donc en haut à droite, on a imaginé qu'il y ait une crise bancaire plus importante. Une crise bancaire qui, à elle seule, détruit plus de 2% du PIB. Donc vous voyez que dans ce cas, même en appliquant des politiques anticycliques, il y aurait en effet une petite récession initiale, mais après ça remonte.
On nous dit que le taux de change n'est pas important parce qu'il y a les global supply chain qui sont quelque chose que je pour cela l'ajustement du taux de change, c'est quelque chose qu'ils disent les journalistes en fait. Je n'ai jamais trop bien compris ce qu'ils veulent dire. Je les aime bien, mais on ne parle pas le même langage, comme vous le voyez bien. D'accord. Très bien. Alors on a aussi simulé cela. On a baissé toutes les élasticités de réponse du commerce au taux de change. Mais même dans ce cas, vous voyez que à l'horizon de 5 ans, il y a une expansion du PIB si on quitte. On nous dit qu'on nous ferait la guerre. Et donc on mettrait de tarifs douanières qui seraient contre nous et ce serait la guerre commerciale. On a mis même des tarifs douanières. Et il est clair qu'au début, peut-être, on a moins de reprises, mais à l'horizon de 5 ans, pour finir, toutes ces mesures sont d'un ordre de grandeur inférieur par rapport au fait que finalement l'Italie reprend sa croissance, parce que là, elle a deux choses. Une devise qui est plus adaptée à ses fondamentaux macroéconomiques et attention, la liberté de pouvoir faire des politiques économiques. Cette liberté qui maintenant nous est niée par les institutions qui nous accueillent gentiment aujourd'hui et par la Commission européenne qui est à côté, et surtout par le gouvernement allemand qui est le vrai chef de toute cette histoire, parce qu'on peut se le dire. Voilà, j'arrive aux conclusions. Conclusion numéro 1. Ça n'a pas de sens de se demander qui sortira. Parce que l'euro va imploser. Pourquoi? Parce qu'il favorise la divergence entre les pays membres. Et donc, c'est un acte criminel de ne pas étudier sérieusement un événement qui va de toute façon se produire. Et les pères de l'Europe, que nous vénérons tous, moi y compris, si ça vous fait plaisir, ont construit un merveilleux hôtel sans sortie de secours, et duquel ils prétendent qu'on ne puisse pas sortir. S'il y a un incendie, on va être grillé. Mais on peut sortir. Et il faut penser à comment sortir. Il faut penser à comment ouvrir des sorties de secours. La culture politique du catastrophisme dont parle le professeur Mayone dans son livre Rethinking the Union of Europe Post-Crisis empêche aux institutions européennes d'étudier les différents cas de figure qui se produiraient au cas d'une dissolution de l'euro. Et donc, c'est cette culture politique qui amène un risque politique majeur. Parce qu'il y a une chose dont nous avons seulement deux certitudes sur l'euro. La première, c'est qu'il va finir, et la deuxième, c'est que ceux qui devraient gérer sa fin, donc les institutions européennes, ne sauront pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas en train d'étudier qu'est-ce qu'il pourrait se passer, parce que admettre seulement que cela pourrait se passer donnerait un message politique qu'elles ne peuvent pas se permettre de donner, et pour cela, elles préfèrent arriver sans aucune préparation à un événement politique et économique majeur plutôt que d'admettre qu'il puisse se produire. Et ceci est tragique, c'est terrible, parce que nous savons que nous sommes administrés et gouvernés par des gens qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Les médias, dans la mesure où ils diffusent des fake news comme celles que je vous ai montrées au début, sont hélas les ennemis les plus acharnés de la démocratie en ce moment en Europe. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise. Avec des autres politiciens et avec des autres médias, les coûts économiques d'une sortie de l'euro seraient gérables. Mais nous avons ces politiciens parce que nous avons ces médias. Donc, tout euro en plus que la sortie de l'euro nous coûtera par rapport à ce que je vous ai montré dans les simulations que nous avons faites, en attendant d'autres simulations, bien sûr, si quelqu'un veut le faire, tout euro en plus ne sera pas à mettre, disons, sur le compte du populisme, mais sur le compte d'une culture politique totalement fausse qui empêche à ceux qui nous gouvernent de gérer les cas qui pourraient se produire.
Le populisme, c'est simplement le peuple qui n'est pas content et qui vote à l'opposition. Et c'est vraiment très triste que les médias aujourd'hui nous proposent ceci comme une faillite de la démocratie, alors que voter pour l'opposition lorsque le gouvernement n'est pas capable d'amener la prospérité et la paix d'un pays est exactement le correct fonctionnement de la démocratie. Et sur ces mots, je vous laisse. Merci.